Bonjour, bonjour, chers African Doers. Bonjour, chers abonnés. Je suis heureuse de vous retrouver ce jour pour notre 19e numéro des African Doers Live Talk. Alors, avant de commencer, je vais vous inviter à partager dans votre réseau le lien de l'émission suivante et vous dis à tout de suite. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, comme chaque samedi, nous nous retrouvons à 15h30 pour notre African World Live Talk. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je vais peut-être me présenter. Je suis Joy Ital, à la tête du média Africam. Et je ne suis pas seule. Pour faire cette émission, nous sommes à 5. C'est une synergie de 5 médias, savoir Tropics Magazine avec Vénitia Guino en Afrique du Sud, Africulturel avec Oumi Sambou à Dakar, au Sénégal, Tadjeu avec Kamita Mag sur Paris, ainsi que mon co-host Marvin Lutonadio et Congo Café. Alors, c'est une synergie de 5 médias panafricains, et qui a pour mettre au centre des discussions l'Afrique, le continent et sa diaspora. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir bienvenue Séné Mongaba pour parler de langue, les langues dites vernaculaires, des dialectes. Alors pour pouvoir en discuter, nous avons choisi Bienvenue qui est écrivain et qui est très actif dans la promotion des langues du Congo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Oui, ça va, on tient le coup. Alors, avant de rentrer dans le vif, je vais demander si vous pouvez vous présenter aux abonnés. Euh, je m'appelle Bienvenue Séné Mongaba. Je suis du clan Monyamuli Tomo dans le peuple de Batini, dans la province de Maïndombe, au Congo, Kinshasa. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter? Que je suis né et j'ai grandi à Kinshasa. Et c'est là où j'ai fait presque toute ma vie. Je suis arrivé ici en Belgique à l'âge de 30 ans. Okay. J'ai fait la chimie déjà au Congo. Ensuite, j'ai fait la chimie ici. Et ensuite, pour des raisons d'enseigner, de me battre pour enseigner les sciences dans nos langues, j'ai dû aller faire une thèse en linguistique pour étudier la linguistique du Lingala. Et je suis d'édition Mabiki, qui publie des livres aussi bien en français, mais qu'en langue congolaise. Ok, merci. Et avant de développer vraiment la thématique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'importance des langues? Bon, en fait, la langue, c'est le moyen que les humains sont dotés pour se communiquer. Donc ça, c'est... Bon, je peux pas dire, je parle des humains parce que je ne sais pas c'est que les animaux, comment les chiens se communiquent entre eux. Ils ont aussi leur langue. Hein.
entre les humains, c'est comme ça qu'on utilise la parole pour se communiquer. Ce qui fait que la personne qui parle doit connaître la langue qu'il utilise pour se faire mieux comprendre, et la personne qui écoute doit comprendre la langue dans laquelle on lui parle pour qu'on comprenne de quoi il est question. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il faut voir que cette langue est créée par rapport à un environnement, par rapport à un contenu. Ce qui fait que on exprime mieux son environnement direct, sa nature directe par rapport à la langue. Donc, c'est important de pouvoir maîtriser sa propre langue, qui est la langue de son environnement et de son milieu, pour qu'on puisse mieux comprendre cet environnement, pour qu'on puisse mieux exprimer à tous ce qu'on pense, et aussi pour mieux comprendre de quoi il est question par rapport à la nature et comment même dompter sa nature. Hein. C'est ça. Donc la langue va au-delà des simples moyens de communication. C'est vraiment un outil pour dompter la nature, et nous savons que nous avons besoin, l'humain a besoin de maîtriser son environnement pour aller plus loin, et la langue est l'outil de base pour ça. Perfect. Alors la thématique du jour est pourquoi les langues africaines sont reléguées au stade de vernaculaire. Qu'est-ce qui, selon vous, nous amène à cette position? Bon, il faut voir que dans l'histoire africaine, nous avons d'abord le temps de l'écriture, qui est vraiment il y a 26 000 ans, et puis on a le temps de la construction, où on a construit des grands États, des grands savoirs au niveau de l'Afrique. Et puis, il y a presque 500 ans, on a entamé ce que nous appelons le temps du chaos, où on a été attaqué par l'extérieur. Et petit à petit, donc la conclusion, même l'apothéose de cette étape est qu'avant, on venait nous attraper pour nous amener ailleurs, mais vers la fin du 19e siècle, on est venu nous occuper chez nous. Et donc, cette occupation a fait que l'occupant nous a imposé sa langue. L'occupant a imposé sa langue, et l'occupant a trouvé une technique très intelligente, ça veut dire c'est l'école. On prend les enfants dès le bas âge et on leur enseigne. Et on leur enseigne à ne pas considérer leur propre culture comme quelque chose qui possède des valeureux, ou faire quelque chose avec ton environnement immédiat. C'est que la langue, on a enlevé la langue du savoir qu'on avait. On nous a donné une autre langue qui n'est pas la langue. On ne maîtrise pas notre environnement avec ça, mais ça a influencé au niveau des prestiges, ce qui fait que toute une génération, même jusqu'aujourd'hui, les Africains, l'école a réussi à nous convaincre que nos langues ne peuvent pas véhiculer les sciences, que nos langues ne peuvent pas véhiculer les techniques ou la philosophie ou la littérature. Ça veut dire que c'est l'école qui nous a convaincus à ça. Ce qui fait que si tu veux accéder à la science, si tu veux accéder à la philosophie, à la littérature, prends la langue étrangère. Seulement, c'est comme une arnaque. Hein. Tu te rends compte que quand tu prends la langue étrangère, tu n'as pas la maîtrise des sciences, parce que, ça, comme j'ai dit au début, la langue va avec l'environnement immédiat. Ce qui fait que nous pouvons aujourd'hui, on a relégué nos langues au niveau de ce qu'on appelle des langues vernaculaires. On y a des adjectifs, ou parfois on les appelle même des dialectes. C'est l'école. Et l'école c'est un produit de la colonisation. Et c'est comme ça. Donc, nous devons, en fait, nous n'avons pas de choix que de nous réapproprier la valeur de nos langues, être fiers de nos langues, et être convaincus que si nous voulons maîtriser la nature qui est tout autour de nous, nous devons le faire par rapport à nos langues, parce qu'il y a suffisamment de savoirs endogènes que nous pouvons exprimer dans une langue étrangère. Donc, et ça, ce n'est pas seulement pour l'Africain, hein, c'est pour l'humain en général. Donc, accéder à... Et donc, c'est un peu là où on est dans l'arnaque des langues étrangères, des langues africaines que nous-mêmes, nous qualifions de langues Mais... non, je n'emploie pas des termes comme ça. Oui. Mais c'est ça, du coup, comme vous le soulignez si bien, quelle est votre position par rapport à l'éducation qui, du coup, se fait dans les langues étrangères, alors que, bon, on pourrait aussi autant le faire pour vous qui êtes du Congo en Swahili ou en Lingala, mais on le fait en français, donc ça fait quand même une rupture avec
avec, comment on dit, avec l'environnement, voilà. Oui. Mais oui, c'est ça vraiment le problème. L'école, au temps de nos ancêtres, mais partout dans le monde, c'était comme ça. L'école, c'est l'endroit où on apprend, on enseigne à l'enfant d'abord à maîtriser, à observer son milieu. Mhm, C'est à l'école qu'on apprend à l'enfant les règles, comment la société est organisée, mhm, comment le village est organisé, comment la forêt ou les fleuves ou le ciel, tout ça, comment il est organisé. mhm. Et l'enfant doit apprendre tout ça avec sa propre langue parce que l'enfant qui a 6 ans, il faut noter qu'il est en train d'observer, de découvrir le monde, il est aussi en train d'apprendre la langue. Ouais. Même, donc, même un enfant qui est né, par exemple, je prends l'exemple en France, on parle français, un enfant français qui a 6 ans ne connaît pas le français. Ouais. Il est en train d'apprendre le français. Mhm. Et l'enfant africain qui est encore en train d'apprendre sa propre langue, vous les, on dit ça comme en français, catapulter, vous les basculez dans un environnement où il doit apprendre dans une langue qui n'est pas la sienne, Mhm. un environnement qui n'est pas le sien. Ça veut dire Mhm. qu'un enfant africain aujourd'hui, on ne lui apprend pas à observer le fleuve qui est à côté, l'histoire de ses parents, l'histoire de ses grands-parents, mais on commence à lui enseigner des choses qu'il ne sait, qui ne sait pas d'où ça sort, et la langue et les contenus. Donc c'est là où il y a le problème. C'est pour ça que je dis que nous devons réapprendre, non, même pas réapprendre, nous devons décider Mhm. d'apprendre, d'enseigner dans nos langues et d'enseigner notre environnement, Ouais. notre histoire, nos rivières, euh, tout ça. C'est comme Mhm. ça que, avant que un enfant qui est par exemple à Kinshasa, avant qu'il apprenne qu'est-ce qui se passe à Bamako, il doit d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe à Kinshasa. Tout à Et fait. quand il a compris ce qui se passe à Kinshasa, comme Bamako, c'est un peu l'environnement proche de Kinshasa, il accède à apprendre de l'Afrique, qui est son milieu Mhm. plus étendu. Quand il Mhm. apprend, ce n'est qu'après qu'il peut aller commencer à apprendre de l'Europe, l'Amérique, l'Asie, c'est comme ça que partout le monde. Mais nous, on ne nous enseigne pas le Kinshasa, pas le Congo, pas l'Afrique, paf, dans une Ouais. langue étrangère, autre chose. Donc, on doit Mhm. changer tout ça. Tout à fait. Mm. Euh, D'ailleurs, on peut remarquer qu'en Occident, ils apportent une importance particulière à leur langue, ce qui est tout à fait normal. Même concernant leurs patois qui ne sont pratiquement plus parlés, si plus parlés du tout. Euh, Ceux-ci sont enregistrés à l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Qu'est-ce qu'il en est de nous en fait? Non, en fait, il y a eu une arnaque au niveau de l'enseignement, comment, la façon dont on nous a présenté l'Europe en Afrique. Vous voyez, Mhm. même aujourd'hui, quand on parle de l'Italie, moi je connais un peu l'Italie pour des raisons familiales, quand on parle de l'Italie, Mhm. tu as la langue italienne, Ouais. qui est la langue, tout le monde croit qu'en Italie, la langue c'est l'italien. Ça, c'est la langue Mhm. de tout le monde. Mais dans chaque ville, tu as à Vérone, on parle de véronese, à Mantoue, on parle de mantovano, en Sicile, on parle de Sicile. Donc, il y a donc à peu près, si on peut les dénombrer aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine de langues en Italie. Bon, maintenant, Mhm. pour des raisons de hiérarchisation, eux, ils appellent ça dialecte, Oui. dialecte, non, des Ouais. dialectes. Mais ce sont des langues Mhm. qui les gens le parlent et les protéger. Tu as même des langues comme le vénitien qui a même toute une culture littéraire. Donc, ça veut dire Mhm. que la multiplicité qu'on essaye de nous grandir comme étant un problème en Afrique, ce n'est pas un problème en Il Afrique. n'allait pas vraiment. Ouais. On n'en est Mhm. pas. Donc aujourd'hui, si vous prenez par exemple l'Europe, si vous comptez vraiment des langues européennes, il y en a environ 300 à 400 langues. Oui. Et Comme les pour autres, l'espagnol aussi. Ouais. chez l'espagnol, vous avez en Espagne, on a l'espagnol, mais on a les catalans, les catalans, les Ouais. basques et tout ça. En France, Mhm. ça a été un peu plus violent. Ils ont dû détruire pas mal de langues, mais tu as les Mhm. provençales, les langues d'oc et tout ça. En Belgique, ici, il y avait les langues comme le wallon qui est encore là, mais qui n'est. Oui. Ça veut dire qu'il y a des langues, même ça veut dire que Mais il veille à la sauvegarde de ces langues-là, ces dialectes, enfin ces patois comme ils disent. Mais nous, à force de laisser la place aux langues étrangères, finalement, on serait pas en perte de vitesse. ah oui, complètement. Parce que, comme je disais,
si tu ne parles pas ta langue, si dans ton milieu naturel, normal, tu ne parles pas la langue qui décrit ces milieux-là, tu parles une langue étrangère, tu perds l'expertise du milieu. Ouais. Aujourd'hui, quand nous avons des problèmes en Afrique, nous faisons appel aux gens qui parlent français ou anglais. Ouais. Donc nous ne nous en rendons pas compte, mais nous faisons appel aux gens qui parlent français ou anglais parce que nous croyons que c'est eux qui possèdent la science. Parce que la science nous a été enseignée dans leur langue. Donc l'enfant à qui on enseigne la chimie en français, il pense que la chimie vient du français, alors que nos ancêtres ont pratiqué la chimie depuis des millénaires, bien partout, un peu partout en Afrique. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas continuer à pleurer ou à se lamenter. Il est question que nous prenions tout simplement des décisions citoyennes. Hein. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de l'État qui va permettre quoi. Les citoyens décident que moi, je vais parler Lingala ou je vais parler Bambara, je vais faire mes mathématiques à Bambara, tout ça. Et ça implique aussi l'aspect économique. L'aspect économique, c'est du fait que nous ne devons pas attendre que quelqu'un décide que nous devons communiquer avec nos langues, non? Il suffit que nous les décidions nous-mêmes. Quelle est votre position? C'est ça. Quelle est votre position, même si je devine un peu la réponse, par rapport aux 54 États qui utilisent en majorité les langues, le français ou l'anglais? Bon, ça c'est clair que ça montre à quel niveau nous ne sommes pas encore indépendants. Et ça a des conséquences. Hein. Vous verrez qu'on parle dans l'Union africaine, les langues du travail, c'est l'anglais, le français, l'arabe, l'espagnol, le portugais. D'ailleurs, s'il n'y avait pas Nyerere, on n'aurait même pas les Kiswahili. Hein? Donc, à peine si on tolère quand même les Kiswahili. Donc, cela a pour conséquence, évidemment, on voit que l'Union africaine n'est pas financée par nous-mêmes. L'Union africaine aujourd'hui est financée par des gens dont nous parlons leur langue. Parce que dans notre mentalité, nous pensons que nous ne sommes pas encore indépendants. Le jour où nous parlerons dans nos réunions Bambara, Diola, Wolof, Gala, Kiswahili, et on peut le faire, hein, il n'y a rien. Ça, il parle Wolof, Tshisekedi parle Lingala. Ces gens-là, ils parlent ces langues-là, donc on peut le faire. Les écoles de traduction sont là. Moi, j'enseigne à l'université, j'enseigne dans une école de traduction où on enseigne des traductions vers des langues africaines et congolaises. Donc, ce n'est pas ni les locuteurs, nos politiciens parlent nos langues, on a des techniciens qui savent produire dans nos langues. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est la confiance en nous-mêmes que nous pouvons faire par nous-mêmes. Et ça, la situation des États, on doit, je ne sais pas, il n'y a pas d'autre choix. Hein. On ne peut pas dire que non, on va faire semblant, non, on s'est approprié l'anglais. Non, on ne s'est pas approprié l'anglais. Nulle part, tu iras au Nigeria où on parle anglais, ou au Ghana, on ne sait pas approprier l'anglais. Mais au Nigeria, le Parlement, je crois qu'il a décidé de commencer à parler dans les langues nigériennes. Mais c'est quelque chose d'historique. Hein. Il ne faut pas aussi être pressé. Hein. Nous avons été occupés. Et nous sommes occupés. Nous étions dans l'occupation occidentale et nous sommes dans un processus de décolonisation. Donc, dans un état de renaissance comme Cheikh Anta Diop le disait. Donc, c'est un processus. C'est un processus qui peut aller plus vite ou plus lentement et ça dépend de nous, pas d'autres personnes. Si nous, on courbe encore trop les chines, ça va tarder longtemps jusqu'à ce que la conséquence logique est que nous disparaîtrons. Si nous abandonnons nos langues, on abandonnera nos terres et on ne sera plus utile en tant qu'humain et on disparaîtra. Nous ne serons pas les premiers humains à disparaître de la surface de la Terre. Oui. Non, excusez-moi. Et comment est-ce que vous pourriez expliquer comment vous prenez le fait que je veux dire, les dirigeants finalement acceptent, je veux dire, que ces langues soient placées au statut de vernaculaire au lieu d'en faire, de les laisser comme en position de langue véhiculaire, langue de communication. Nos dirigeants sont nous, hein. Nos dirigeants sont les enfants de nos mamans, de nos papas, de notre milieu. Hein. Et qu'est-ce que nous avons subi, nous tous? Nous avons
puis l'aliénation. Donc, l'école nous a montré que nous ne valons rien, que si nous voulons faire quelque chose, nous devons faire appel à l'Europe. Ça veut dire que même nos dirigeants, nous avons besoin de faire un programme d'éducation, même pour nos dirigeants, pour qu'ils arrivent eux-mêmes d'abord à avoir confiance en eux-mêmes. Parce que jusqu'à pour avoir le pouvoir en Afrique, tu dois traverser la Méditerranée, venir chercher ici pour qu'on t'arrête. Donc, vous comprenez, donc c'est un processus. Donc, je crois que si nous éduquons, moi, ça c'est mon point de vue. D'abord, c'est quelque chose qui doit se faire sans trop d'émotion, sans trop de colère, calmement, comme M. Kantajop disait, armez-vous des sciences jusqu'aux dents, donc au niveau de la connaissance. Donc, nous devons former nos jeunes, ceux qui ont 10 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans aujourd'hui. Si nous les formons, nous les éduquons, nous les enseignons, nous les instruisons, s'ils sont en sciences des connaissances, quand ils vont être dirigeants, ça va changer. Hein. Ouais. Donc, c'est vraiment un travail que nous devons faire en amont pour avoir des dirigeants qui sont capables de changer. Pour le moment, les dirigeants actuels, c'est nous. On a été dans les mêmes. Donc, on est les mêmes. Nous sommes les mêmes aliénés. Et nous nous soignons tous tant bien que mal. Et eux, quand ils sont encore dans les cercles du pouvoir, ils sont encore un peu plus loin du cube des intoxications ou des aliénations. Donc, il faut comprendre que ça prend du temps. Mais ça dépend du travail que nous devons faire sur nous-mêmes, sur notre société pour y arriver. Oui, je pense que ça commence dans nos foyers, effectivement. Oui, ça commence dans nos foyers parce que moi, je me rappelle moi-même quand j'étais en quatrième année secondaire, une fois je suis revenu, je n'avais pas de bons points en anglais et ma mère me dit en anglais, on voyait barater. Donc, l'anglais en question, tu ne maîtrises pas. C'est quoi ces trucs? Bon, imagine-toi que ma mère a fait quatrième primaire et moi, dans mon orgueil, je considérais déjà que je connaissais plus que ma mère. J'ai dit à ma mère en français, mais moi, je te dépasse. Alors, mon père m'a ramassé, il m'a dit, toi, tu le dépasses en quoi? Parce que tu as parlé français, c'est pour ça que tu penses que tu dépasses ta maman. Donc, depuis que j'ai compris qu'au fait, mon père m'a ramené dans ma plus simple expression, en me disant que je ne connaissais rien. Cet orgueil que je voulais acquérir à l'école en minimisant les gens de chez moi, les valeurs. Donc, je dis ça pourquoi? Je dis ça pour montrer que l'éducation vient de la maison déjà. Déjà, si au niveau de la maison, nous instruisons nos enfants. Moi, je ne connaissais pas, comment dire, j'avais 7 ans chez Kantajop est venu au Congo. Je ne les connaissais pas. Et mon père m'a raconté que non, il y a un Sénégalais là très important chez Kantajop. D'ailleurs, le blanc ne voulait pas lui donner la thèse de doctorat, ça n'était pas un problème. Il a continué. C'est pour ça qu'il est venu. C'est lui qui dit que il nous a montré que nos ancêtres étaient en Égypte et tout ça, c'était des Noirs, ils ont construit. Mon père, ça veut dire que moi, chez Kantajop, on me l'a raconté dans une banalité au niveau de la maison. Vous voyez, j'ai grandi en considérant chez Kantajop comme un savant, un maître, de manière naturelle. Ce qui fait que quand je lisais des choses de chez Kantajop, c'était de manière naturelle. Donc, c'est un travail que nous devons commencer à faire au niveau des maisons et à montrer à nos enfants. Pas des slogans, hein? Pas des slogans. Il faut vraiment donner à nos enfants exact. savoir qu'on était comme ça, comme ça, comme ça. En telle année, on a fait ceci, ceci. Tout ça, on doit les donner. Pas dire aux enfants, non, nous sommes beaux, je suis fier d'être noir. Non, c'est pas suffisant. Il n'y a aucun mérite. Hein? C'est juste un accident. Comme ça, tu es tombé, tu n'as rien fait. Par contre, tu as des éléments que tes ancêtres ont réalisés, qu'on peut dire à l'enfant, voilà, nos ancêtres ont construit, ils ont marché, par exemple, nous au Congo, ils ont marché du lac Tchad jusqu'au Congo pour choisir les forêts et tout ça. Voilà comment ils ont bâti Mbanza Congo, voilà comment ils ont... Donc, en montrant aux enfants des savoirs, les enfants eux-mêmes construisent et améliorent. Parce que ça, je crois qu'on le dira plus tard. Quand je viens à l'histoire, ce n'est pas parce que je suis un nostalgique de l'histoire. C'est parce que il faut connaître ton passé pour savoir ce qui a été fait pour que tu ne reprennes pas. C'est qu'il y a des gens, par exemple, moi, il y a des combats que chez Kantajop a gagné, que je ne fais plus. Tu
Tu vois, donc il y a des combats qu'il a déjà gagnés en 74. Il a déjà gagné. Je ne peux pas me remettre à combattre, à vouloir convaincre quelqu'un que non, les Égyptiens étaient des Noirs. Je ne répète plus ces combats-là. Mhm. Pourquoi? Parce que je sais, j'ai lu Ouais. comment ça a été démonté. Donc, la connaissance du passé nous permet de savoir déjà qu'est-ce qui a été déjà fait, qu'est-ce qui a Mhm. été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait. Parce que bon, ce n'est pas parce que c'est nos ancêtres qui ont tout bien fait. Hein. Ouais, Bon, ouais. bah, et comment je peux envisager l'avenir. Mhm. Et ça, Alors, avant d'avancer, je vais prendre quelques questions. oui. Lucie Mafuku qui revient un peu. Le Kemetyu n'a-t-il pas inventé la science par l'observation de son milieu dans sa langue? Ben oui, ça veut dire que c'est ce que je disais au début. Ça veut dire que dans chaque société, quand on parlait dans sa langue, vous observez les milieux directs, vous, vous possédez la science. Moi, je me rappelle mon grand-père, mon grand-oncle, comme on appelle en français, mais nous en lingala, on dit coco. Ça veut dire Mhm. l'oncle papa. Il a été arrêté au début du 19e siècle pour aller construire les chemins de fer à 300 km de l'autre côté, à 600 km de l'autre côté. Mhm. Il a laissé femmes et enfants, on l'a embarqué, on l'a amené vers le bas Congo, le Congo central, pour construire le rail, comme Mhm. ouvrier, pour construire le Mhm. rail. Mhm. Comme il ne voulait pas, il s'est échappé. Donc, cet homme, Petit Nyongo, s'est échappé du Congo central jusqu'à Bolobo, à peu près 600 km, à travers la forêt, parce qu'il me disait, j'avais 5 ans, 6 ans quand il est venu avant de mourir, il me disait que je courais parce que je connaissais comment le soleil se place, comment les trucs. Donc, ce type a fouillé, il a marché 600 km pour retrouver son village parce qu'il avait la science de la triangulation et tout ça. Donc, Mhm. comme il dit là, ça veut dire que si nous observons, bon, je crois même que la spiritualité africaine est basée sur les sciences. Hein. Mhm. Si nous observons la nature, nous savons que cette étoile, ça monte tel jour, ça descend tel jour. Mhm. Ces nuages, comme ça monte là, euh, ça va pleuvoir. Moi, mon papa savait que Mhm. ces nuages, comme ça part comme ça, il va pleuvoir ou bien il ne va pas pleuvoir. Donc, oui, nos ancêtres avaient observé la nature et ont mis en place pas mal de choses scientifiques qui, même jusqu'aujourd'hui, on les applique. Hein, On que ça utilisait, oui. Mhm. la règle du triangle rectangle qui est passé par là. Et il y a pas mal de choses. Moi, j'ai fait la chimie, la chimie, la science des mélanges. On le voit, la purification de l'eau telle qu'il est pratiquée aujourd'hui dans les grandes industries dans le monde. Nos ancêtres les pratiquaient depuis longtemps. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise des termes techniques, charbon actif et tout ça. Mais Mhm. donc, non, non, oui, oui, je suis d'accord avec vous que nous, en fait, maîtriser déjà les sciences. Mhm. Alors, il y a Fred Lionel. La langue que nous utilisons est la suite logique de l'effet colonial. C'est une entière réforme qu'il faut faire, pardon, avec un retour à l'authenticité. Nos langues doivent être valorisées par nous-mêmes d'abord. L'étiquette de vernaculaire nous a été inculquée et imposée. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Alors les plus forts ont imposé leur langue, donc le français et l'anglais. Mipé sa valeur, Bongo va valoriser Yo. Oui, Cela est aussi valable pour nos langues. oui. Au fait, pourquoi ce débat, hein, je le disais même à quelqu'un, ces débats, ces titres-là, on les a parce qu'on est en français, parce que nous parlons français. En Mhm, Italie, ce débat ne se poserait même pas, parce que cette notion-là n'existerait même pas. mhm, Donc, ça veut dire que nos langues, nous devons l'utiliser. Ce n'est pas vernaculaire ou véhiculaire, ou on ne va pas ajouter des adjectifs à une langue. mhm, Chaque locuteur, s'il utilise sa langue pour produire les sciences, pour produire la technologie, pour produire de la philosophie, de la littérature, il peut utiliser sa langue pour faire tout. Et ouais, il y a la traduction qui mhm, existe. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous avons des Chinois, des Américains, des mhm, Bulgares, des Congolais, et tout ça. mhm, On ne parle pas la même langue que des Bulgares, et les Bulgares ne parlent pas la même langue que les Chinois. Mais ce mhm, que les Chinois font, nous, on peut le lire. Pour le ouais, moment, on le lit en français, mais on peut le lire en lingala. ouais, Donc, la traduction existe. Donc, nous devons avoir, à ce qu'il dit, ça veut dire que nous devons avoir confiance en nous-mêmes
et dire qu'on ne va pas continuer à dire que ça nous a été imposé, ça nous a été... Non, oui, ça nous a été imposé, bon, on le sait, que le français nous a été imposé, l'anglais nous a été imposé, nous le savons. Maintenant, on fait quoi? Hein? On ne va pas dire que non, c'est trop tard, parce que j'entends aussi des discours comme ça, c'est trop tard de revenir à nos langues. Non, ce n'est pas trop tard. De toute façon, si nous ne revenons pas là, nous n'irons nulle part. Donc, nous sommes obligés de rentrer dans nos langues pour apprendre dans nos langues, pour maîtriser et enseigner. Donc, ces adjectifs vernaculaires et tout ça, c'est ça aussi le problème du paradigme. Hein. Nous utilisons une langue, la langue, comme lui il disait, la langue des vainqueurs, avec des mots comme tribu, ethnie, dialecte, qui n'ont aucun sens. Voilà. Au Congo, pourquoi tu vas appeler les Bakongo une tribu? C'est un peuple. Tu vois, ce n'est pas parce qu'on nous a mis ensemble dans un État-nation que nous avons arrêté d'être des peuples et on doit devenir des tribus. Nous sommes des peuples avec des langues, des territoires, des organisations politiques, étatiques et tout ça. Donc, c'est pour cela que nous devons nous-mêmes éviter déjà, même si nous utilisons la langue étrangère comme le français, d'éviter d'appliquer des termes comme tribu, patois, dialecte. C'est ça. Parce qu'ici, on a bien les Flamands, les Wallons, les Bretons, etc. Et on est loin des tribus. Voilà, donc, surtout que, moi, je vous donne l'exemple, les pays des Bayaka. Les Bayaka, c'est un des peuples au Congo. Ouais. C'est environ 60 000 km². Donc, ça veut dire que c'est 2 fois la Belgique. Ouais. Et tu dis que ces gens-là, qui ont un roi, un territoire, une langue, hein, la science, ils ont la maîtrise de pas mal de mes langues, et tu dis que c'est une tribu de quoi? Ou dialecte. Donc, c'est à nous de changer notre vocabulaire. Même quand on parle des langues étrangères comme le français. Là, j'évite les termes comme ethnie, tribu et tout ça. Eux-mêmes ne les appliquent pas à eux. C'est ça. Ah, mais c'est toujours, c'est un peu aussi ce qu'il dit que la raison du plus fort. Donc, on va nous donner des qualificatifs négatifs et puis eux. Il disait cette histoire-là de la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et nous ne devons pas, nous, choisir d'être faibles. Exact. Donc, il y a ça qu'on appelle la volonté de puissance. On ne peut pas accepter d'être faible. On peut constater que nous sommes vaincus dans cette bataille et que nous sommes là, mais que nous avons la volonté de puissance. Et cette volonté de puissance, comme je le disais, part du fait que je décide, je parle ma langue, mais je ne m'arrête pas seulement à parler ma langue, je fais l'effort de maîtriser les sciences, les technologies, la philosophie, la littérature et tout ça par rapport à mon propre paradigme pour quitter cet état. Donc, c'est ça ce que je dis. Ça veut dire que c'est vraiment que chacun dans son domaine, oui, comme on le disait là, chacun dans son domaine puisse faire sa bataille. Nous avons des couturiers, donc ils doivent faire le lexique de la couture. Nous avons des journalistes qui doivent faire le lexique du journalisme, les médecins qui doivent le faire. Donc, chacun dans son corps de métier doit travailler. Et ça, c'est ce qu'on appelle la volonté de puissance. Et nous en avons les moyens. Nous avons des langues qui sont millénaires et qui sont bien structurées. Moi, avec le lingala, tout le monde, si vous connaissez le milieu congolais, on vous dira, tout le monde dit que le lingala est pauvre. Parce que le lingala, c'est une langue vernaculaire qui circule comme ça, qui a même... mais ça fait 20 ans que je travaille dans le lingala. Chaque jour, je découvre des richesses, des trucs qui me permettent même de comprendre l'histoire. Ok. Voilà, donc ça veut dire que chacun dans son domaine, on doit vraiment mettre de la volonté de puissance et de connaissances. Ouais. Je réponds aux gens, armez-vous des sciences jusqu'aux dents, disait G. Cantadio. Mais je dirais, est-ce que en laissant la place qu'on donne aux langues occidentales, c'est pas comme laisser une porte ouverte pour une domination étrangère? Non, on ne laisse pas une porte ouverte, on est dans la domination étrangère. Ça veut dire qu'on est occupé de la domination étrangère. Parce que moi, j'habite en Belgique. À un moment donné, j'ai enseigné à l'école secondaire ici, en Belgique. C'était vers Châtelet. C'est une partie où on parle français. Ça veut dire que ce sont des enfants belges francophones.
Et j'enseignais le cours de chimie en français. Et je me rappelle que j'ai les cours sur la diffusion. Au Congo, quand j'enseignais cette section, ça me prenait 50 minutes à expliquer aux enfants les concepts de diffusion avant que je commence vraiment à expliquer la diffusion en chimie. Et comme d'habitude, je suis ici, j'ai préparé aussi ma leçon pour aller enseigner à ces enfants-là la 50 minutes de diffusion. Et j'entre comme ça, on dit, ah, diffusion, c'est quoi? Ben oui, ça diffuse, quoi, monsieur. Tu vois, c'était d'une banalité notoire chez ces enfants-là, francophones, que j'ai dû, heureusement, j'avais déjà mon cours, j'ai dû directement donner les cours suivants. Oui. Ça veut dire que le mot diffusion, que l'enfant belge francophone comprend dans toute sa variété, Oui. quand tu le prononces devant un enfant quinois qui ne parle pas français, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, tu commences d'abord par lui expliquer diffusion, ceci, c'est là, tout ça. Pendant que l'enfant belge a déjà deux leçons de chimie. Oui. On ne laisse pas, comme on disait, la place aux langues étrangères. Les langues étrangères nous occupent. Il ne faut pas qu'on fasse semblant en disant que nous sommes des pays francophones, anglophones. Non, nous sommes occupés, nous sommes colonisés, nous sommes dominés. Et nous devons quitter cet état de domination avec une volonté de puissance. Il ne faut pas dire que non, j'ai adopté le français, j'ai maîtrisé le français, j'ai fait du français. Bon, pour vous qui êtes nés ici, vous maîtrisez le français parce que vous êtes dans une société où on parle français et dans une société où l'environnement est francophone. Nous, je dis, au Congo, à part les riches qui sont à Gombe, qui parlent français à la maison, qui regardent Canal+, et tout ça, mais les millions de Congolais, nous parlons pas français. Nous passons 10 ans d'école primaire et secondaire à apprendre le français. L'école primaire et secondaire au Congo, c'est résumé à apprendre le français. Ça veut dire que si tu as fini ton école secondaire avec 50%, ça veut dire que tu as à peu près 50% d'apprentissage. Dans ton français, tu as appris à peu près 50%. C'est un peu ça. Donc, on est dominé. Nous allons quitter cet état des choses au moment où nous allons réapprendre l'initiative historique. Et c'est là par nos langues. Parce que pour décrire, il y a des choses que dans la forêt équatoriale, je dois les décrire en lingala ou en bouza ou en ngombe avant que j'explique à quelqu'un d'autre. On nous explique que le climat équatorial, il n'y a pas de saison sèche pendant le climat équatorial. Et il n'y a pas de temps que j'ai parlé aux gens qui habitent, grâce au Facebook, comme ça, j'ai discuté avec les gens qui habitent vraiment à l'équateur, qui me disent, mais non, il y a aussi la saison sèche. Et les faibles et les ceci, mais il y en a. Voilà. On doit vraiment quitter. Je ne crois pas qu'on peut faire semblant. Hein. Moi, je veux bien que les gens fassent semblant qu'ils ont maîtrisé ils se sont adoptés le français, la Côte d'Ivoire est francisée, le Cameroun est francisé, anglicisé, le Gabon parle français. Je veux bien qu'on fasse semblant de tout ça. Mais chaque fois qu'en Côte d'Ivoire, on va parler français, on va se référer à l'Académie française pour décider si c'est correct ou pas. Donc, les jours où on aura l'Académie française de la Côte d'Ivoire, alors là, je dirais que le français est arrivé. Il n'y a aucun peuple qui parle français en Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est sûr. Il y a des gens qui parlent français en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui parlent anglais au Cameroun ou des gens qui parlent anglais en français au Cameroun. Il y a des gens qui parlent français au Gabon. Il y a peuple qui le parle. Donc, ça montre déjà que, bon, on est dans cet état-là. Mais comment expliquer que, autant dans la diaspora, mais aussi quand même dans les villes, les grandes villes, les parents ne portent plus d'importance à enseigner, justement, à transmettre nos langues, comme le font par exemple les Turcs, les Ouest-Africains quand même, sauf exception, voilà, ou les Chinois. Mais oui, c'est ce problème psychologique. Ça veut dire que ce qu'on appelle l'élite, c'est l'aliéné
par excellence. C'est nous, ce qu'on appelle, ceux qui ont été à l'école. Maintenant, qui ont socialement, qui gagnent un peu plus d'argent, ce sont ces gens-là. Chaque parent voudrait que son enfant, c'est des bonnes guerres, hein. Chaque parent voudrait que son enfant soit comme le médecin, comme l'avocat, comme les professeurs d'université et tout ça. Et comment ces gens-là sont? Ces gens-là, ils parlent français. Donc, les parents, ils pensent, normalement, ils pensent que son enfant doit parler français parce que c'est lui. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est que aussi longtemps que nous n'avons pas encore résolu ces problèmes d'aliénation au sein de la classe des lettrés, le problème restera en profondeur. Ouais. Moi, je suis à Kinshasa de temps en temps. Les gens qui gagnent bien leur vie, ils regardent, ils ont le bouquet Canal+. Dans le bouquet Canal+, on parle français, on montre des films français, on parle ceci. Tu as même l'impression qu'en Afrique, que l'Afrique est une partie de la France, tellement que si Macron a dit quelque chose, même les politiciens, Macron a dit quelque chose. Parce que tout le monde, il regarde Macron à la télé, parce qu'il regarde la télévision française. Ça veut dire que même les députés congolais, comme ils ne regardent pas Tshisekedi, leur président, à la télé, et qu'à la télé, ils regardent Macron, ils prennent des décisions, Le cas de Covid-19 est parlant. Hein. Oui. On a pris des décisions de confinement, de ceci. Attends, soyons clairs, hein, je ne suis pas en train de dire que le Covid-19 n'est pas là. Non. Hein, donc la maladie, il est là. Mais on a pris des décisions copier-coller de l'Europe. À la télé, en France, on a mis confinement et nous, on a mis confinement. La malaria tue 2000 personnes par jour à Kinshasa, personne n'en parle. Hein, des gens, ils crèvent comme ça, comme des mouches à Kinshasa par la malaria. Personne n'en parle. Ouais. Bon, évidemment, les Congolais, si la malaria tue 2000 personnes et que le Covid tue 50 personnes, pourquoi un Congolais va être terrassé par le Covid? Alors qu'en Europe, la situation socio-économique fait que quand 50 personnes meurent par jour, une maladie, ça commence à faire un problème. Ouais. Donc, tu vois, donc ça aussi, c'est quelque chose où les parents poussent leurs enfants à parler français, à parler anglais, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on devient, individuellement, on devient quelqu'un dans la société. Mais globalement, la société disparaît. Donc, maintenant, comment il faut faire? Il faudrait que les gens qui sont convaincus que notre salut passe par nos langues commencent à produire du contenu dans nos langues. Commencent à démontrer que les gens peuvent devenir informaticiens, programmeurs, médecins, tout ça, juste avec le lingala ou les bambara ou les yoruba. Et ça, c'est en produisant du contenu, en rendant ces contenus accessibles, en l'expliquant, en l'utilisant. Et ça, c'est... Bon, on va dire que l'État doit s'en charger, mais si nous, les citoyens, nous devenons un nombre suffisamment grand, l'État suivra. Aujourd'hui, on voit les politiciens congolais, quand ils arrivent à la télé pour parler, ils ne parlent pas français. Hein. Ils parlent parce qu'ils savent que s'ils parlent français, très peu de gens vont l'écouter. C'est les nombres. Donc, si nous aussi, les citoyens, nous commençons à produire des contenus dans nos langues, je crois que ça va... Ça va changer la donne, il faut y croire. Alors, y croire, mais y mettre des moyens, la volonté. Oui, tout à fait. Une question de Bénédicte. Que pensez-vous des réseaux sociaux et surtout des téléphones portables, fonction SMS, qui contribuent actuellement au fait que les gens écrivent de plus en plus dans des langues telles que le Wolof, même si certains éléments linguistiques ne sont pas reproduits et que la langue est simplifiée? Ah oui, disons que c'est une bonne chose. Moi, j'apprécie beaucoup l'usage de nos langues dans ces milieux-là. Parce que moi, j'ai vu au début, quand on a commencé, quand les histoires de Facebook ont commencé, que les gens, j'écrivais mes posts en lingala, tu avais des gens qui m'écrivaient en inbox, qui me disaient, mais pourquoi tu écris en lingala sur la place publique? Les gens vont croire que tu n'as pas étudié. Son souci n'était pas de lire. Son souci n'était pas de lire ce que moi j'ai écrit. Son souci,
C'était que les gens ne pensent pas que moi, je n'ai pas étudié. C'est comme si il faut que les gens pensent que toi, tu as étudié. C'est ça le plus important. Ça veut dire qu'on a sacrifié les accessoires. Les réseaux sociaux ont permis quand même une grande production de textes dans nos langues. Jusqu'à maintenant, enseigner aux gens comment nos langues s'écrivent correctement pour que les gens produisent des discours correctement structurés. Et là, une grande partie de nos contenus en réseaux sociaux, c'est souvent des matières liées à la vie courante. Comme ça, il faudrait aussi que les intellectuels, ce qu'on appelle intellectuels, j'aime pas ce terme-là, il faudrait que les instruits, hein, qui sont actifs dans les réseaux sociaux, commencent à produire des connaissances pour éduquer le peuple. C'est un moyen d'éduquer le peuple que nous n'avons pas accès. Les moyens, les mainstream ont fermé les trucs. Les réseaux sociaux sont des moyens que nous pouvons éduquer le peuple. Il est de la responsabilité de ceux qui ont été à l'école, de ceux qui ont appris quelque chose, de les donner aux autres. Donc, l'apport des réseaux sociaux, c'est important. Une question d'Anderson. Comment ça marche pour avoir des enseignants qui soient à même d'enseigner dans toutes les langues d'un pays? Ah, il faut les former. Hein. Il y a pas... C'est difficile, c'est ça, je dis, il faut les former. Et puis, il faut... Chaque pays est spécifique. J'ai étudié un peu le cas de la Côte d'Ivoire et du Congo, et je peux donner un peu l'exemple. Donc, si tu vas, par exemple, la Côte d'Ivoire, à part le français, tu as à peu près 60 langues qui se parlent. Donc, ça veut dire que dans chaque village, il y a la plupart de toutes ces langues-là, nos linguistes africains les ont décrites. Il ne faut pas croire qu'elles ne sont pas décrites. Ce sont des langues qui sont décrites. Et souvent, c'est des langues les mêmes. Ça veut dire que si la langue d'ici n'est pas décrite, tu vas trouver la description qui va avec à côté. Ce qu'on doit faire, c'est d'abord apprendre, étudier nos langues. Ceux qui veulent enseigner, moi, je suis l'exemple typique. Je n'ai pas appris le lingala à l'école. Ça veut dire que de la première année primaire, moi, je n'ai pas fait les maternelles, de la première année primaire jusqu'à l'université, je n'ai pas eu même pas 10 minutes de cours de lingala à l'école. Mais quand je me suis dit qu'il faut que j'apprenne le lingala, j'ai acheté des bouquins, j'ai étudié, j'ai lu, j'ai recherché, j'ai étudié. Donc, comment faire ça? Comment former nos enseignants? Il faudrait que nous mettions en place ceux qui connaissent, j'allais dire ça, ceux qui connaissent les langues, les règles de nos langues, chacun dans son niveau, produisent des livres de grammaire, d'orthographe, des trucs dans nos langues. Et ça, pour le produire, on n'a pas toujours besoin d'être édité. Hein. Aujourd'hui, la technologie nous permet. Tu saisis ton texte, peut-être ce n'est pas de ça que tu vas devenir riche. Tu saisis ton texte, tu le distribues même au niveau des téléphones ou de quoi ça, dans ton milieu. C'est déjà la première étape. Quelqu'un qui connaissent une langue africaine, les codifie, les décrit, même une petite fascicule de 32 pages ou 20 pages. Tu le fais, tu la donnes aux gens de ton peuple, et petit à petit, tu verras que les gens, chaque peuple va apprendre de ça, et on va ainsi permettre à former des enseignants. Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui, est-ce que vous connaissez des manuels qui existent ou des outils pour l'apprentissage des langues? Moi, je connais par rapport au Congo, il y en a plein. Ah oui, ok. Moi, je connais par rapport au Congo, il y a des choses que nous-mêmes on produit maintenant en lingala, en kiswahili. C'est d'ailleurs votre dictionnaire. Ah, ben voilà. Merci. Il y a des choses comme ça que nous produisons. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Ah. Donc, il y en a des choses comme ça que nous produisons. Mais il y a pas mal, même sur Google, vous pouvez télécharger, taper PDF dans votre langue. Là, vous tapez, vous cherchez. Il faut qu'on cherche. Il y a pas mal de documents aussi que les coloniaux avaient consignés, qu'on peut mettre à jour, parce que c'est écrit avec la connaissance. Il y a pas mal de documents dans toutes les langues, même des langues à 10 000, 30 000 locuteurs. Il y a pas mal il faudrait aussi que nous mettions à chercher tout ça, à rassembler tout ça et à les il y a des choses que nous pensons que ça n'existait pas alors que ça existe. Oui.
On peut voir que les Maghrébins ont implanté des écoles d'apprentissage de langue arabe, par exemple. Qu'est-ce qui manquerait pour qu'on puisse le faire? Là, j'ai vu ici à Bruxelles, il y en a une, je pense, pour les enfants. Il y a, à Bruxelles, il y a l'école Koua. Moi, j'enseigne Oui, des enfants voilà. de Ouais, Koua. ouais. Ouais. À Koua, ce sont des enfants de 4 et 6 ans Mhm. qui viennent chaque samedi. 4 et 6 ans, 7, 9 ans, 10, 12 ans. Là, c'est par tranche de 2 ans comme ça. Cette année, ils ouvrent même pour les 18 ans et plus. Et là, Mhm. ils apprennent le lingala et ils apprennent l'histoire du Congo Mhm. et la culture congolaise. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est l'heure que nous-mêmes, nous puissions faire ce qui, en principe, c'est nous qui devons le faire. Oui, oui, oui. Donc, ces genres d'écoles, c'est à nous de les organiser. Je Mhm. connais, il y a Afrilang en France, qui, M. Lassane, je crois, qui apprennent les bambara, des choses comme ça. Il y Oui. a pas mal des initiatives qui s'est fait, mais qui, bon, il y a aussi, il faut avouer aussi quelque chose, que comme on n'a pas accès aux médias, à la Oui. diffusion, Mhm. parfois nous faisons pas mal de choses, mais les gens ne savent pas que nous les faisons. Tu Bon, vois? après, je suis Donc, plus ou moins d'accord parce que, bon, par rapport à l'accès aux médias, comment? je dis je suis plus ou moins d'accord parce que pour l'accès aux médias, je trouve que justement, en particulier les Congolais, ou enfin même oui, dès qu'il s'agit de bêtises, on est très rapide pour les faire circuler et tout le monde est au courant. Donc c'est un choix. Mais oui, parce que c'est l'éducation, c'est ça justement le nœud du problème, l'éducation là qu'on doit amener. Donc ça veut dire ils ont été habitués à adorer la bêtise. Mhm, Ils ont été éduqués, abrutis comme ça. Et nous mhm, savons que ce n'est pas les choix, leur choix. Parce qu'un mhm, peuple, c'est un mouton. mhm, Il y a une minorité qui conduit un peuple. On mhm. nous a déstructurés. Maintenant, on doit restructurer les choses. Ouais, Donc, c'est pour cela que euh, là où eux ils sont, il faudrait que petit à petit, quand les gens intelligents qui possèdent les savoirs commenceront à prendre les dessus, vous verrez que les idiots vont se taire d'eux-mêmes. Les ouais, ouais. idiots, ils ne se taisent pas parce que les gens intelligents ils cherchent à être reconnus par les Occidentaux. Nous cherchons à être reconnus par les Occidentaux, à avoir un poste ministériel, à faire ceci. On n'a pas le temps d'éduquer le peuple et pendant ce temps, ça tourne. Donc, il y a vraiment un grand travail que vous dites là est vrai. Mhm. Moi-même, j'observe. Comme je fais des recherches sur les lingala, ça veut dire que mon champ de recherche, c'est des YouTube produits Oui, des vidéos excellent. produits en lingala. Je fous, mêle, je vais là-dedans. Dans cette idiotie, hein, dans cette imbécilité, je trouve pas mal de lexiques, des expressions, des réalités Ouais, euh, que j'utilise pour enrichir je vais vous donner une blague. ouais. J'ai cherché le terme vibration pour la physique, les cours de physique, j'ai vibration, et Mhm. vous allez trouver ça chez deux jeunes filles qui parlaient de comment ils faisaient trembler tout Kinshasa, Soukara Loningi, ça. Ah, tu vois? Donc, ça veut dire qu'ils ont la langue, Ouais. ils n'ont pas le contenu. Mhm. Ils n'ont pas les contenus. Ils n'ont pas les contenus parce que ceux qui ont les contenus ne parlent pas dans cette langue. Mhm. Ah, tu vois, comme ils n'ont pas comme ceux qui n'ont pas les contenus ne parlent pas dans cette langue, ben, il est Mhm. là. Tu vois au Congo des jeunes filles de 23, 22 ans qui expliquent comment vivre avec son mari. Mhm. Ça veut dire que des notions qui, en principe, ce sont des dames de 40, 50 ans qui ont fait Mhm. 20 ans de mariage, qui peuvent vous parler de leur expérience. Mhm. C'est quelqu'un qui n'est même pas encore marié. Mhm. Ouais. Pourquoi cette jeune fille a commencé à parler? Parce que la place est vide. Ouais. Parce que la personne qui aurait dû en parler n'y est pas. Mhm. Et ça, je prends l'exemple comme ça, mais c'est dans tout. Même je vois dans la politique, les gens qui viennent parler euh, politique, ils ne t'expliquent pas comment on va financer les travaux tels, comment on va réduire les taux de chômage, quelle est la problématique de l'inflation. Non, on se limite aux choses qui est basique. Ah, Tshisekedi a fait ceci, Kabila a fait ceci. Ouais.
Parce que c'est qui devient parler. Donc, il y a encore un travail d'éducation au niveau de la diffusion. Ce que je dis, par exemple, comme pour le Congo, ce n'est pas seulement pour le Congo. Hein. Oui, pour la plupart des pays, ça se calque. Dans les différents pays, on est toujours dans la même situation. Donc, ça revient encore à la responsabilité de ceux qui ont été à l'école de donner du contenu responsable dans nos langues. Ouais. Anderson qui dit comment faire cohabiter à la fois richesse linguistique existante et les besoins d'une langue qui soit au niveau du pays entier, que ce soit la langue coloniale ou une langue majoritaire comme le Wolof au Sénégal ou le Moré au Burkina ou le Zoulou en Afrique du Sud, que ne parlent pas non plus tous les habitants du pays. Bon, il faut pas qu'on tombe dans les schémas de l'État-nation européen où une langue, un pays, non. Ça veut dire que les gens qui parlent Wolof, vous les enseignez en Wolof. Les gens qui parlent Sérère, vous les enseignez en Sérère. Et parfois, on a peur que nos enclos coloniaux s'éclatent pour une raison qui n'est pas. On avait des empires qui étaient multilingues. Hein? Tous ces empires-là qu'on attend, Congo, Ghana, Mali, c'était des empires multilingues. Donc, le multilinguisme a toujours fonctionné en Afrique depuis des millénaires. Donc, le problème, ce n'est pas d'imposer les Wé à tout le monde ou les Wolof à tout le monde. C'est le problème que celui qui parle le Wolof accède à la science, ou à la connaissance de manière directe en Wolof, et que celui qui parle Peul accède de manière directe à la science, aux connaissances en Peul. Tu vois, moi, je crois que c'est ça qu'il faut. Il ne faudrait pas qu'on soit focalisé à vouloir absolument que tout le Sénégal puisse parler la même langue, toute la Côte d'Ivoire puisse parler la même langue. Non, ça fait plus de 6000 ans que nos sociétés fonctionnent et le multilinguisme a toujours fonctionné. Et tu verras dans l'histoire de l'Afrique, même l'histoire récente, même de toutes les guerres qui sont à Paris après 1960, il n'y a aucune guerre qui est liée à la langue. C'est toujours des guerres, c'est disputer le pouvoir, des mauvaises redistributions sociales, de l'injustice sociale et tout ça. L'Africain n'empêche pas un autre de parler sa propre langue. Même au niveau des spiritualités, bon, moi je me réfère à mes ancêtres. Quand j'ai un problème, j'invoque mon père, ma mère, mon grand-père, mes grands-pères qui sont partis pour que je retrouve de la force. Et comment je vais te l'imposer à toi d'invoquer mon grand-père? Je peux pas. Et comme ça aussi qu'avec des langues, ça fonctionne. Il ne faudrait pas que nous croyons que nous devons installer le Kiswahili. Tout l'Afrique de l'Est doit parler Kiswahili pour avancer. Non. Il y a le Comment? On voit bien le schéma ici. Je veux dire, chaque pays a sa langue, mais ça n'empêche pas qu'on puisse communiquer, interagir. Voilà. Les pays, j'ai travaillé à un moment donné avec les gens de la Suisse. La Suisse, là, c'est un petit pays, hein, c'est 40 kilomètres carrés. C'est un État fédéral. Ils ont le français, les romanches, l'allemand et l'italien. Et ils fonctionnent avec les 4 langues. Chaque État, il enseigne dans sa propre langue et tout ça, mais ça fonctionne. La Suisse est suisse. Donc, la question de la langue, c'est plutôt développer des contenus dans nos langues. Chercher à imposer nos langues. Nos langues s'imposent d'elles-mêmes de manière socio-linguistique. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé que le Kiswahili soit parlé dans tout l'Est. C'est le commerce, la culture qui a imposé le Kiswahili. Une question de Magali. Je vais en prendre quelques-unes parce qu'apparemment j'ai un peu ignoré certaines personnes. Qui dit je ne comprends pas bien, beaucoup de linguistes disent que les langues africaines vernaculaires sont moins menacées par le français ou l'anglais que les langues africaines véhiculaires comme le swahili par exemple. Bon, la question des menaces d'une langue par rapport à une autre, bon, le français et l'anglais ne menacent pas trop parce que le français et l'anglais ne s'intéressent pas, s'intéressent à piller, à exploiter, à laisser les gens dans les trucs, à donner seulement juste une infime minorité. Mais
Nos langues comme le Lingala, le Kiswahili, le Wolof, les langues de grande diffusion, ça c'est un Mhm. phénomène universel, fait que écrase les autres langues du milieu. Mais une langue, c'est ce que on revient maintenant à ce que je disais, une langue, pour qu'il subsiste, pour qu'il existe et continue à vivre, ses locuteurs doivent la parler, produire Mhm. du contenu dans cette langue. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas le Lingala qui va sauver les Kinyaka ou les Mhm. ce sont des langues ou les Kimbuza. Ce n'est pas les Mhm. Lingala qui va sauver les Mbuza. La Mhm. langue Mbuza va être sauvée par les Mbuza parce que les Mbuza continuent à parler le Mbuza et continuent à produire du contenu dans les Mbuza. Donc, c'est pour ça que je dis que nous devons prendre conscience du fait que si nous sommes locuteurs d'une langue, produisons du contenu dans ces langues Mhm. pour que nous ne pleurons pas. Mhm. Tu vois? Donc, produisons du contenu dans nos langues. Ouais. Une question de Vénitia. J'ai une question. Les Français ont l'Académie française. Peut-on rêver d'une académie des langues panafricaines? Le but n'étant pas que de valoriser une langue, mais plutôt de pérenniser le patrimoine linguistique panafricain sous forme de musée. Bon, ça aussi c'est parce que le français on fait et nous aussi on doit le faire. Non, il n'y a pas l'académie d'anglais. Hein? L'académie Mhm. anglaise, il y a l'académie française, il y a l'académie espagnole, il y a pas. Mais Mhm. ça veut dire quoi? Par contre, ce que je peux répondre à cette question, nos savants, nos universités doivent reprendre l'initiative, produire la grammaire. Mhm. Aujourd'hui, la grammaire qui fait autorité du Lingala, que nous autres, on a du mal à enlever, ça a été fait par Monseigneur Desboucs, qui est un Belge qui s'est retiré dans son bureau à Makanza, qui l'a Mhm. pour... Donc, ça veut dire que les règles, ça appartient à nous, linguistes et africains, de ne pas seulement décrire nos langues, mais Mhm. d'établir des règles, de produire. Et plus nous allons, ça aussi c'est une chose, plus nous allons produire du contenu dans nos langues, plus la langue va se structurer. Et puis la langue, ce n'est pas quelque chose de fixe. Même l'Académie française est tout le temps dépassée Mhm. par le terrain. Hein. Donc, Ouais. par rapport à ça, ne soyons pas focalisés sur l'Académie. Ce serait une bonne chose si on l'avait. Hein. Mais pour le moment, déjà, l'Union africaine elle-même, elle n'est même pas indépendante. Elle est financée déjà par l'étranger avec des micros à Addis Abeba. Tout le monde écoute ce que nos dirigeants parlent. Les Chinois, pendant nos Mhm. réunions, les Chinois écoutaient, les Macron écoutait, tout le monde nous écoute. Il y a, Mhm. tu comprends, ce n'est pas, pour le moment, ce n'est même pas. Mais si nous produisons des contenus dans nos langues, je crois que ça Mhm. permettrait de structurer nos langues. Mhm. Alors, vous avez une thèse en doctorat en linguistique. Qu'est-ce qu'il en ressort qui fait écho à la thématique du jour? Non, bon, moi j'ai écrit ma thèse en linguistique en lingala parce que c'était l'enseignement des sciences dans les langues congolaises. Mhm. Donc, je disais qu'on pouvait enseigner les sciences dans nos langues. Mhm. La plus banale des choses, c'était de faire cette recherche en lingala. Mhm. Si je dis que je peux enseigner tout en lingala, la plus banale des choses, c'est de faire ça en lingala. Donc, c'est Oui. comme ça que j'ai écrit ma thèse du début. Donc, les travaux de recherche et tout ça, j'ai noté toujours en lingala et tout ça. Et je l'ai rédigé en lingala. Et comme Mhm. à Gand, à l'Université de Gand, ici en Belgique, les langues acceptées, c'était le français ou l'anglais. Donc, j'ai traduit maintenant le texte du lingala en français. Donc, ma thèse, j'ai présenté en 2 tomes, la version originale en lingala et la Mhm. traduction en français. Mhm. Ça m'a relevé beaucoup de... En fait, ça a montré ce que je pensais déjà. Mhm. 56 pages écrites en lingala, de linguistique. Donc, et c'était ça montre aussi aux gens que c'est faisable. Mhm. C'est faisable et il suffit seulement que nous décidions que nous Mhm. allons le faire pour le faire. Mhm. Et n'hésitons pas à le faire. Donc, c'est comme ça. Et à partir de cette thèse que ça a mené à ce que de mettre en place l'école à Kinshasa où on enseigne en lingala. Cette école, on a commencé l'école primaire en 2013. Cette année, l'année qui s'ouvre en octobre, là, on va avoir nos premiers élèves de 6e année secondaire. Dans cette école, nous enseignons les mathématiques, la physique, la comptabilité, la couture.
en lingala. Bon, comme c'est un enseignement, la langue officielle est le français, on fait un enseignement bilingue pour que les enfants ne soient pas défavorisés par rapport Ouais. au français. Mais tout Mhm. ce qui est contenu, enseignement et compréhension, ça se fait en lingala. Donc, c'est faisable. Donc, Mhm. la thèse, nous avons fait pour... En fait, je n'ai pas fait la thèse parce que j'avais besoin d'être docteur. Mhm. En fait, j'avais fait cette thèse parce que je devais montrer que c'est faisable. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, j'ai dû me continuer les cours de linguistique, à réapprendre la linguistique et tout ça. Mhm. Et ça nous a aidé. Aujourd'hui, c'est un document de base que j'utilise quand même pour pas mal des petites brochures et des leçons. Et je suis content quand même que de plus en plus, je vois pas mal de jeunes Africains qui reprennent cette initiative. Et c'était aussi une façon de montrer que voilà, c'est possible, c'est faisable. On peut le Mhm. faire nous-mêmes sans demander la permission à qui que ce soit. Oui, ça c'est sûr. Mais quel conseil vous donneriez justement à la jeunesse, à la diaspora, ou même au pays, à ceux qui veulent se réapproprier la richesse de leur culture, de leur langue? On a par exemple le groupe Culture et Tradition congolaise, dans lequel on peut bien voir la soif de pouvoir se réapproprier toute cette richesse. C'est ça. Bon, il faut d'abord faire des choses comme culture et tradition congolaise. Des groupes comme ça, il faut déjà Mhm. les Mhm. faire. Parce que je vois, et je suis sûr que les responsables vont veiller à ça, je vois pour une fois que des gens viennent discuter contenu, Mhm. que les gens viennent parler contenu. Mhm. Et on doit développer pas mal de choses. Bon, là, c'est encore en français parce que bon, c'est pour la Oui. diaspora quand même, il ne faut pas compliquer les choses. Mais, Mhm. mais des choses comme ça arriver aussi un peu partout. Maintenant, pour répondre à la question, moi, je crois que les jeunes Africains doivent se réapproprier le savoir, doivent accéder au savoir de manière directe, Mhm. doivent ne pas demander la permission, Mhm. ne pas pleurer. Il y a quelque chose en Kinshasa, on dit Olelayo Nanan. Tu vas pleurer avec qui? Mhm. Leur maman ne viendra pas. Nous, Mhm. et Kofi Olomide dit que Tozana Mokilianko. Le monde ici, c'est un Mokilianko. Tu vois, ça, c'est difficile à traduire en français. Monde Anko, monde Okinawa, monde arabe. Ça veut dire qu'on est dans un monde, il n'y a pas de pitié. Oui. Tu peux pleurer autant que tu veux, il n'y a pas de pitié. Oui. Les jeunes Africains doivent avoir la volonté de puissance. La volonté de puissance passe par le fait que nous sommes calmes, posés, nous allons à la rencontre des savoirs. Mhm. Et je ne connais pas comment, mes parents m'ont dit que nous venions quelque part de Bandundu, je ne sais pas, je commence à chercher dans Google, Mhm. quelques informations que mes parents m'ont dit, on m'a donné par-ci par-là, des Mhm. mots-clés. Je prends ces mots-clés-là, je tape des PDF, je cherche, Oui. on a aujourd'hui les réseaux sociaux, il y avait une question par rapport aux réseaux sociaux. Même moi, aujourd'hui, je gagne pas mal de savoir. Quand je ne connais pas quelque chose, je pose comme ça. Oui. Et j'ai pas mal. Souvent, j'ai des réponses dans la journée. Mhm. Donc, Oui. voilà. Et donc, faisons ça, recherchons les savoirs. Et bon, personne ne te donnera ta liberté. Hein. Ouais, c'est ça. On est des enfants. Quand tu es les enfants chez toi à la maison, le jour où tu as décidé de quitter chez toi, ça a commencé par ne pas obéir à ce que le papa a dit, ne pas accepter avec ceci, a commencé à se dire. Avant, d'abord, c'était papa qui disait qu'est-ce qu'on devait regarder à la télé. Puis à un moment donné, c'est la discussion. Et petit à petit, jusqu'au jour où tu t'es rendu compte que ben, si je continue comme ça, on va continuer à m'imposer. Tu vas chercher du boulot. Tu cherches du boulot, Mhm. tu cherches un appart, tu cherches un appart. Et tu Ouais. t'en il n'y a jamais eu, à part vraiment, c'est que les parents en ont marre, ils ont chassé, mais en général, c'est toi-même, tu prends tes responsabilités. Donc, c'est la même chose que les jeunes Africains doivent faire, prendre leurs responsabilités. Mhm. Nous voulons connaître, je vais chercher la connaissance. Il y a des Mhm. bibliothèques, il y a Google, il y a tout. Mhm. Aujourd'hui, moi, je le dis aux gens, hein, même si tu veux fabriquer n'importe quelle arme ou quoi, il y a tout. Mhm. Les Oui, universités oui. nous enseignent tout. Il ne Mais nous, tient qu'à nous d'aller. ouais, on ne nous cache rien, parce que parfois je Mhm. vois des débats comme quoi, non, il faut de la spiritualité, on nous cache. Au niveau des sciences, on ne nous cache pas. La spiritualité, c'est de la science. Mhm. C'est de la méthode.
tu vas demander ici, on te cache, tu vas pas par recoupement. Il y a des choses que j'ai trouvées à Tervuren, il y a d'autres choses que j'ai trouvées à Londres, il y a des choses que j'ai trouvées au village, par recoupement. Donc, prenons notre liberté, agissons en responsable. Surtout cette histoire-là, c'est que je dis, je ne sais pas si je l'explique bien, la volonté de puissance. Oza na po, oza lingala, oza na po ça ya kozala nsomi. Tu dois avoir cette volonté-là que c'est ma vie, c'est moi qui fais. Je ne demande la permission. Tout ce que j'ai fait là en lingala, je n'ai demandé la permission à personne. Je n'ai demandé. Comment vous traduiriez Tchakou à Botakanabo Mbute? Oui, Tchakou à Botakanabo Mbute, ça veut dire les perroquets ne donnent pas la naissance dans le. N'accouche pas dans l'esclavage quand il est allé en captivité, si je dis. Ça veut dire quoi? Le Tchakou, il n'est pas idiot. Il a compris que tu l'as retiré de son milieu naturel, tu l'as amené dans une cage, tu l'as mis là-dedans, et tu voudrais qu'il commence à te faire des enfants pour que tu enrichisses, qu'il t'en fabrique encore d'autres esclaves. Non, tu m'as eu, moi, c'est fini là, on arrête là. Tu vois? Ça veut dire qu'on t'a eu, toi, ne soumets pas tes enfants à l'esclavage que toi, tu as été victime. On t'a eu, toi, c'est bon. Ouais. C'est fini. On t'a eu, c'est bon. Il ne faut pas qu'on continue à t'avoir. Et c'est un peu ça, j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas quand vous l'avez mis. C'est ça le temps, donc tu ne viendras pas comme ça. Je sais que je suis aliéné, je sais que je suis esclave, je sais ça, mais c'est bon. Voilà. Alors, je vais prendre une dernière question de Bénédicte. La langue de communication économique devrait être le swahili et non l'anglais. C'est exactement ce que nous faisons en Afrique de l'Est, à savoir imposer la connaissance du swahili dans le monde économique est-africain. En effet, des études ont montré que les jeunes à l'université perdent la pratique dans la langue officielle et se tournent vers l'anglais, car les emplois économiquement porteurs privilégient la connaissance de l'anglais. La régionalisation de l'Afrique est une réalité. Oui, donc ce qu'il dit là, c'est un problème économique. C'est un problème économique que nous devons aussi regarder toujours sous un angle économique. Même les langues de grande division en Afrique, le cas de Lingala, du Kikongo, du Wolof et tout ça, ils prennent cette ampleur, ou les Dioula, ils prennent cette ampleur à cause de l'activité économique. Bon, maintenant, l'anglais, qu'est-ce que l'anglais fait? L'anglais domine les milliers intello, ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Mais si les gens qui parlent le Kiswahili ont l'argent, on voit ça au Congo, hein, comme les Français ne portent plus l'économie réelle. Les Français restaient la lame des corrupteurs et des corrompus. Ça veut dire que c'est l'argent des corruptions ou des financements étrangers ou tout ça. Mais l'économie réelle de la production, ceux qui vendent le foufou, le manioc, le riz, tout ça, c'est le lingala qu'ils utilisent. Donc, ne nous arrêtons pas dans notre démarche vers la volonté de puissance, juste avec la langue doit avoir le contenu. Donc, nous devons donner du pouvoir économique à ce que nous faisons. Nous devons avoir du pouvoir économique à ce que nous faisons. En fait, c'est ça. Hein? Ne nous arrêtons pas à parler que nous devons nous battre contre nos langues. Non. L'éternel débat, passons à l'action. Nous faisons des champs et surtout, achetons des gens entre nous. Hein. Un Congolais, celui-là qui vend, va d'abord acheter là, comme ça tu fais tourner l'économie. Et comme ça, si vous faites l'économie entre vous, la langue prend de l'importance. Si la langue, s'il n'y a pas l'économie, il n'y a pas la force politique, il n'y a pas la force militaire, il n'y a pas la force culturelle, la langue ne tiendra pas. Hein. Ouais. Donc, vous restez pas seulement un homme de parole, mais aussi d'action. Vous avez une bibliothèque ambulante à Kinshasa. Est-ce que les consommateurs optent aussi pour la partie linguistique nationale? Oui, bon, parce qu'on constate que les gens ne sont pas habitués à la librairie du type classique mur où les gens vont aller chercher. Donc, comme nous, on a des produits qu'on doit vendre à Kinshasa,
Et quand on a décidé, nous, on a décidé que ça peut nous prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, les Mhm. Congolais, on les fera bouffer les livres qu'ils veuillent ou non. Mhm. Ils, on l'amènera, on les fera lire les livres parce qu'on sait l'importance de savoir qu'il y a dedans. Donc, c'est Mhm. pour ça qu'on a adopté cette approche de bibliothèque et librairie. Ça veut Mhm. dire quelqu'un qui appelle. Nous, c'est plutôt librairie mobile. Mobile, oui. Il veut acheter un livre, il appelle, on va lui donner le Mhm. livre et on fait un peu de la communication. Il y a Odia, Sarah Odia, Mademoiselle Sarah Odia, qui, Mhm. elle, est la bibliothèque ambulante. Physique. Elle a une Ok. bibliothèque. Tu veux louer un livre, tu l'appelles, elle va te donner. Les jours où tu as fini, il t'a donné 5 jours. Après 5 jours, il va, il récupère. Donc, Mhm. des choses comme ça qu'on recrée parce que la structure sociale de Kinshasa fait que c'est comme ça. Mhm. Il y a Osoko qui est aussi un influent en Angleterre qui dit influencé par l'arabe, mais pas absolument un produit de l'arabe. Ah oui, donc le Kiswahili n'est pas, les gens disent le Kiswahili n'est pas une langue arabe, hein, Mhm. une langue bantou, avec les règles et tout ça. S'il a incorporé des mots d'emprunt, c'est comme toutes les autres langues, Toutes les langues, oui. français, toutes les langues du monde incorporent par rapport au Mhm. contact. Mais le Kiswahili reste une langue bantou. Tu verras que son vocabulaire, son lexique, sa, ses préfixes et tout ça, c'est la même chose qu'en Chiluba, en Kikongo. Dans les dictionnaires là que vous avez montrés, si vous les parcourez, vous verrez que la plupart des radicaux sont les mêmes dans les 4 langues. Donc, le Kiswahili, oui, oui, le Kiswahili. Voilà, le Kiswahili, c'est une langue bantou, une langue africaine, parce que parfois même ces termes de bantou, soudanais, j'aime pas. C'est une langue non africaine, africaine, Mhm. d'autres langues. On n'a pas à se rougir de ça. C'est vraiment une langue, c'est la nôtre. Il ne faut pas qu'on vienne encore falsifier en disant que ça nous a été importé. Non. Kiswahili Oui. est africaine et elle est restée là. Mhm. Alors, vous auriez un conseil à donner euh, aux jeunes, la diaspora qui aimeraient euh, œuvrer pour la sauvegarde du patrimoine ou tout simplement conserver justement la culture de nos langues? Oui, oui. Moi, je crois que c'est ça, c'est que je dis toujours que nous devons avoir la volonté et commencer. Chacun, Mhm. avec les moyens qu'il a, doit commencer. Il ne faut pas attendre les moyens. Si tu as juste ton GSM, ton smartphone, là, commence avec ton smartphone. Et si tu n'as pas un smartphone, tu n'as que ton cahier, commence avec ton cahier. Tous Mhm. les paroles que tu entends autour de toi, consigne-le. Mhm. La première chose. Et puis, il y a suffisamment de savoir. C'est de la diaspora. On a été suffisamment pillé au 19e siècle, au 20e siècle. Il y a pas mal de nos productions qui sont ici. Même si aujourd'hui, on n'est pas à mesure de les prendre, mais on peut accéder à ça. Le Mhm. savoir, ça veut dire que va à Tervuren, pas comme juste un militant qui est fâché, on a volé à tes ancêtres. Non, Mhm. va à Tervuren, identifie ces masques ici, prends la photo, ça s'appelle comment, va, pose la question chez toi au village ou ça. J'ai vu un masque ici, c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'on peut, nous-mêmes déjà, avec tout ce qu'il y a de disponible en Occident et tous les moyens technologiques que nous avons, nous pouvons, au niveau des connaissances, accéder à ça. Accédons. Mhm. Ils sont dans des bibliothèques, il n'y a personne qui empêche d'accéder à ça. Ouais. Hein? Il y en a. Donc, peut-être qu'un zélé peut te dire non, ne lis pas ça, mais tu reviens demain, les zélés n'est pas là, tu les liras. Mhm. Moi, j'ai vu ça, tu les lis. On les lit toujours quand tu es vraiment un bon chercheur. Les jeunes Mhm. Africains doivent entrer là pour savoir ça et donner aux autres. L'autre chose aussi, par exemple, tu vois, on regrette que non, on a pillé nos œuvres d'art et tout ça. Nous avons encore beaucoup d'œuvres d'art qui sont encore disponibles dans nos villages Ouais. actuellement et que si nous ne faisons pas gaffe, ils vont disparaître de la moisissure et de tout ça. Donc, Mhm. on a la technologie. Tu connais les gens de ton village, tu as ton cousin, ton neveu qui est au bled, cherche de l'argent si tu es engagé, tu lui envoies un GSM, tu lui dis de prendre des photos de tout ce qui est là, de Mhm. t'envoyer. Comme lui, il ne perçoit pas encore peut-être l'importance de ça. S'il prend des photos, il t'envoie, toi, tu gardes. Hein? On doit petit à petit constituer, tu vois, des groupes comme vous avez fait là. Bon, on doit petit à petit constituer des groupes où on emmagasine, on stocke nos connaissances
pas pour les thésauriser, mais pour les réutiliser. Donc, une fois de plus, les jeunes Africains, maintenant, on n'a pas le choix. On est dans une période de l'histoire où, peut-être ce que je vais dire, ça peut paraître comme grave ou quoi, mais ce n'est pas grave, c'est vraiment la simple réalité. Nous sommes dans une période de l'histoire où, soit nous allons devenir souverains, libres, soit nous allons retourner dans la colonisation pure et dure, sans hypocrisie. Nous sommes votre micro. Hein? Le micro, parce qu'on ne vous entend pas bien, je crois. Ah. Là, vous m'entendez? Je pense. Vous pouvez laisser un commentaire si c'est bon pour le micro. Oui. Vous m'entendez là? Oui, là, moi, en tout cas, je vous entends. OK. Donc, je disais, c'est ce que nous sommes dans une étape de l'histoire où soit nous prenons notre indépendance, nous devenons réellement indépendants, soit nous allons redevenir réellement colonisés. Pas des histoires où on met Nyasingbe Yadema ou... non, vraiment, on va rentrer là où ça dépend de nous, là où le moment où nous nous retrouvons. Avec toutes ces résurgences des menaces où tout le monde commence à dire que non, l'Afrique est surpeuplée alors qu'on n'est même pas surpeuplé. Tout ça. Donc, il ne faut pas être inattentif à la lecture de l'histoire. Donc, il faut vraiment nous armer de savoir pour essayer de s'éparer de l'histoire. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission qui était vraiment très intéressante et enrichissante. Si vous avez un dernier mot à donner aux African Doers. Oui, bon, merci. Je vous félicite d'abord. Je dis toujours aux gens que moi, je suis arrivé en Belgique en 96 et quand on allait dans des endroits où on parlait Afrique, je voyais qu'il y avait 30 personnes, il y avait 2 Africains. Peut-être que parfois, il y avait l'orateur et un de ses cousins qui était là pour l'accompagner, et toi. Donc, mais j'ai vu qu'au fil des temps, les jeunes Africains ont repris vraiment l'initiative. Aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, on voit la majorité, ce sont des Africains qui parlent l'Afrique. Et ça c'est vraiment un mérite que je vous demande de continuer dans ces chemins-là et de redonner même confiance à vos cousins, vos frères et sœurs qui sont au pays pour dire que nous ne pouvons sauver nous-mêmes. Hein. On ne peut pas sauver l'Afrique. L'Afrique, nous, on peut mourir. Les autres personnes vont occuper l'Afrique, ce n'est pas un problème. Hein. L'Amérique aujourd'hui est occupée par d'autres personnes qui étaient là il n'y a pas 600 ans. Hein. Mais ça dépend de nous. Donc, vous êtes dans la bonne voie. Je vois qu'il y a une conscience historique qui est de plus en plus prise. Donc, continuez dans ces chemins-là. Ce n'est pas à moi, c'est Cheikh Anta Diop qui le dit, et je le répète tout le temps. Armez-vous des sciences jusqu'aux dents. Alors, vraiment jusqu'aux dents. Chaque chose qui arrive, cherchez à les connaître jusqu'au fond. Même les codings, les codages, laisse à personne. Nous autres, vos parents, nous souffrons aujourd'hui parce que je ne maîtrise pas les codages. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue, Séné Mongaba. Okay. Nous souhaitons une bonne après-midi et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci. Merci. Alors, chers abonnés, je vais terminer avec la citation ici de Nelson Mandela. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. En espérant que cette 19e émission vous aura été édifiante. J'ai envie de vous dire à très bientôt, mais surtout n'oubliez pas que nos langues sont notre richesse, certes immatérielle, mais elles ont tellement de valeur. Et pour nous, pour nos parents, peu importe, à eux de continuer, ou s'ils ne le faisaient pas, de pouvoir nous apprendre ou apprendre aux générations futures l'importance de celles-ci, l'importance de les connaître, de les partager. Donc African Doers, pour rappel, c'est la synergie de 5 médias panafricains: Tropics Magazine, Afrique Culturelle, Kamita Mag, Congo Café et Africam, et qui a une seule mission, œuvrer pour parler de la diaspora, mais pas juste en parler, pouvoir donner des clés, des outils pour pouvoir agir de manière constructive sur le continent et dans sa diaspora.
Je vous dis merci et pour votre présence. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire du placement de produits, être annonceur. Nous sommes à votre disposition. Un bon week-end et à bientôt.